Que se passe-t-il lorsque le pouvoir n'a même plus besoin de s'expliquer? Imaginez un instant une place publique non pas envahie par des chars, mais traversée par un simple communiqué lu à voix basse. Pas de sirène, pas de cri. Un écran, une voix officielle, et la nouvelle tombe. Un président a été capturé. Il n'est pas question ici d'un procès équitable, ni d'un long débat national. Non, la décision a été prise ailleurs, dans l'ombre, et est présentée comme une évidence. Le chef d'État devient une prise, un trophée, exposé aux yeux du monde, sans autre forme de procès. Ce qui glace, ce n'est pas tant la violence du geste que sa normalisation. Il ne s'agit plus d'une exception sud-américaine, ni d'une anomalie passagère. C'est un message adressé à tous les citoyens du monde. Désormais, il suffit d'un mot, d'un communiqué, pour effacer la frontière fragile entre légitimité et soumission. Lorsqu'un président est livré en spectacle, ce n'est pas seulement son sort personnel qui se joue, mais l'équilibre même de l'ordre international. Rappelons-nous par exemple le sort de Salvador Allende au Chili au début des années 70. Les images de la Moneda bombardée restent gravées dans la mémoire collective. Mais ici, ce n'est même plus la force brute qui s'exprime, c'est la froideur administrative. Le pouvoir agit sans avoir à justifier, sans même ressentir le besoin de convaincre. Comme si la souveraineté d'un pays devenait un privilège temporaire, accordé ou repris selon l'humeur de quelques décideurs invisibles. Le droit de gouverner, qui devrait être émané des peuples, paraît désormais dépendre de la tolérance glaciale d'un petit cercle fermé. Ce glissement n'est pas anodin. Il rappelle la manière dont, au XIXe siècle, les grandes puissances européennes se partageaient le monde lors des conférences coloniales, sans consulter les populations concernées. La souveraineté n'est plus un principe inviolable, mais une faveur accordée par ceux qui tiennent la plume. Ce n'est pas seulement une question de procédure. La normalisation de ce type d'action expose chaque nation à un risque inédit, la précarisation de sa propre existence politique. L'égalité formelle entre États, piliers des Nations Unies depuis leur création, s'effrite lentement. Lorsqu'on expose un chef d'État comme un simple butin, sans réaction internationale significative, c'est la sécurité de chaque pays qui s'effrite. On valide ainsi le droit d'humilier, d'imposer sa volonté sans masque, d'affirmer que la protection des peuples n'est plus acquise. Acceptons-nous cette nouvelle normalité? Si oui, nous prenons le risque de voir disparaître les droits fondamentaux, être protégés, respectés, exister sans condition. Lorsque la souveraineté devient optionnelle, la dignité nationale s'érode. Sans elle, justice, liberté et espoir de prospérité s'évanouissent peu à peu. Comment en sommes-nous arrivés là? Quels sont les ressorts, visibles ou cachés, qui ont permis ce basculement silencieux? Prenons l'exemple de la chute de Viktor Yanukovych en Ukraine en 2014. Les puissances extérieures ont opéré dans l'ombre, accompagnant les mouvements de rue, tandis que la légitimité du président a été contestée non par une procédure régulière, mais par une combinaison de pression, d'images et de déclarations. Ce n'était pas un coup d'État traditionnel, mais une mutation du pouvoir entre les mains de ceux qui contrôlaient le récit. Depuis des décennies, le pouvoir mondial se parait d'un vernis de politesse. Gants blancs, masques, comités soigneusement orchestrés. On discutait de stabilité, de démocratie, d'ordre mondial, mais en coulisses, la décision était déjà prise. Ce théâtre diplomatique servait à rassurer les foules, à donner l'impression que chaque voix comptait. Pour les puissants, ces cérémonies étaient une contrainte, un passage obligé avant d'imposer leur volonté. La règle était de convaincre, même si le résultat était déjà écrit. Prenons l'exemple des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, où chaque intervention semble suivre un script. Les débats sont longs, les mots pesés, mais la décision dépend souvent du veto d'un seul membre permanent. Cette mise en scène donne l'illusion d'un processus collectif, alors que, bien souvent, tout est joué d'avance. Ce décor s'effondre aujourd'hui. La domination s'affiche de plus en plus ouvertement. Les gouvernements les plus puissants n'ont plus besoin de s'excuser. Ils proclament, imposent, renversent, parfois d'une simple phrase, froide, sans justification. Ce qui aurait exigé jadis des débats intenses se voit imposer comme une évidence. C'est ce qui s'est produit lors de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. La justification humanitaire a servi de masque, mais la rapidité de l'intervention a montré que, si la volonté existe, la consultation devient accessoire. Les annonces officielles, loin d'être neutres, dictent la conduite à suivre. Elles apprennent aux bureaucraties comment enterrer les événements, indiquent aux médias le récit à privilégier. Elles signalent aux États voisins les réactions acceptables, les silences récompensés et les protestations dangereuses. Il suffit de se rappeler la réaction tiède de la communauté internationale lors de l'annexion de la Crimée,
où la plupart des pays ont préféré le silence ou des sanctions symboliques à une confrontation directe. Ce glissement est dangereux. Quand les puissants n'ont plus à convaincre, la transgression des règles devient presque banale. La transparence s'efface, la parole publique se réduit à un manuel d'acceptation de l'inacceptable. L'habitude de la justification disparaît, comme si la domination n'avait plus besoin de se déguiser. Cette mutation est tout sauf abstraite. Elle inaugure une ère où la soumission est attendue, la domination assumée. Pour les nations vulnérables, la menace n'est plus d'être seulement ignorée, mais d'être effacée du jeu. En un seul communiqué, leur dignité, leur sécurité, leur droit à choisir leur destin peuvent s'évaporer. La souveraineté devient conditionnelle, assujettie au bon vouloir des puissants. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les nations vulnérables ? Le premier choc est souvent brutal, une arrestation spectaculaire, un président menotté devant les caméras. Ce qui, autrefois, aurait provoqué un tollé, devient aujourd'hui une démonstration de force, un avertissement à tous les observateurs. L'image du président Manuel Zelaya du Honduras, expulsé en pyjama en 2009, hante encore les mémoires. Un chef d'État renversé sans ménagement sous le regard impuissant de la communauté internationale. Le silence, longtemps perçu comme une forme de prudence, se révèle un piège pour les petites nations. Beaucoup pensent encore qu'en se fondant dans l'ombre, elles éviteront le pire. Cette stratégie, élevée au rang de doctrine, consiste à ne pas déranger, à ne pas protester, à espérer que la tempête frappe ailleurs. Mais l'histoire nous enseigne que la soumission n'achète qu'un sursis illusoire. Regardons la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Son choix de neutralité lui a permis de traverser le conflit sans destruction massive, mais à quel prix ? En acceptant certaines exigences des nazis, elle a sauvegardé sa sécurité au détriment parfois de principes moraux. Cette neutralité, admirable en surface, a laissé des traces profondes dans la mémoire collective. La discrétion protège-t-elle vraiment ? Ou n'est-elle qu'une façade derrière laquelle couve la résignation ? À force de se taire, on finit par céder l'essentiel, le droit d'exister par soi-même. Chaque renoncement, aussi minime soit-il, rogne sur l'espace de souveraineté. L'exemple de la Tchécoslovaquie en 1938 est éloquent. Le silence et la passivité des Alliés face à la montée de l'Allemagne nazie ont précipité le démantèlement du pays. Dès l'enfance, dans de nombreux pays, on enseigne aux faibles à ne pas contrarier les puissants. Cette leçon, transmise de génération en génération, façonne les mentalités. Elle s'insinue dans la diplomatie, dans les médias, dans les écoles. Pourtant, chaque renoncement réduit l'espace commun, chaque silence grignote la souveraineté. On croit gagner du temps, on perd son identité. Aujourd'hui, la légitimité n'est plus décidée dans le droit, mais dans le récit. Ceux qui contrôlent les mots et les images façonnent la réalité. Ils décident qui a le droit d'exister, de gouverner, de protester. Les voix des petits pays, noyés dans le silence, s'effacent devant la force de ceux qui parlent fort, qui accusent, qui désignent les héros et les coupables. Les institutions internationales, naguère perçues mais comme des remparts, réagissent désormais au gré des intérêts des plus grands. Lorsqu'une nation vulnérable est attaquée, la réponse se fait attendre ou reste ambiguë. L'indignation devient à géométrie variable selon le poids de la victime ou de l'agresseur. Le conflit du Haut-Karabakh, par exemple, a montré combien la communauté internationale peut rester passive lorsque les enjeux géopolitiques des grandes puissances sont en jeu. Dans ce monde, la neutralité n'est plus une protection, mais un effacement programmé. Choisir la neutralité, c'est accepter de ne plus compter. On finit par perdre l'habitude de se défendre, puis la capacité même de dire non. Le silence devient alors le premier pas vers la disparition. À force de regarder sans agir, on oublie comment exister autrement qu'en subissant. L'enjeu n'est plus seulement la survie, mais la faculté de choisir son destin. En persistant dans le retrait, une nation risque la perte ultime. Oublier qu'elle peut refuser, qu'elle peut s'opposer, qu'elle peut encore écrire son histoire. C'est ainsi que commence l'effacement lorsque la soumission devient la seule langue parlée. La scène mondiale change. La souveraineté n'est plus un droit acquis, mais un privilège à défendre. Chaque silence pèse désormais plus lourd qu'on ne le croit. Accepter l'inacceptable, c'est ouvrir la porte à sa répétition et, peu à peu, à l'effacement de toute résistance. L'histoire de l'Éthiopie, envahie par l'Italie fasciste en 1935, rappelle combien l'absence de réaction internationale encourage l'agresseur à poursuivre son œuvre destructrice. Quand la capture d'un président cesse de choquer, ce n'est plus une simple anomalie, c'est la naissance d'une nouvelle règle. L'imaginaire collectif rétrécit, la souveraineté n'est plus un droit universel mais un luxe réservé aux plus puissants.
Chaque acte de domination toléré sans sursaut abaisse la barre. Demain, la soumission deviendra réflexe. Ce qui choque aujourd'hui prépare l'obéissance de demain. Le silence s'impose, les États se taisent, persuadés d'échapper ainsi aux représailles. Mais ce silence, loin de les protéger, les expose. Ils deviennent vulnérables, pris au piège d'un consentement tacite à leur effacement. La première conquête n'est jamais territoriale. Elle se joue d'abord dans l'esprit. Peu à peu, les peuples n'osent plus contester le récit imposé. On apprend à douter de la valeur de sa propre voix, à accepter l'impuissance comme une évidence. Certaines élites sociétaux se satisfont de ce nouvel ordre. Profiter du statu quo, céder à la facilité de l'alignement, devient tentant. L'esprit de soumission s'installe dans les institutions, puis s'infiltre dans les consciences. Un peuple qui doute finit par brader sa dignité. La souveraineté se transforme en marchandise, échangée contre une paix de façade sans mesurer le prix véritable de cette abdication. À mesure que la soumission se banalise, l'indépendance s'étiole. Chaque renoncement entame la capacité de résister à l'avenir. La spirale s'enclenche. Ce qui paraissait impensable hier devient la norme aujourd'hui, et l'exception demain. Demandons-nous, que reste-t-il de la souveraineté du Tibet ou de la Palestine, sinon le souvenir d'un droit lentement effacé? Mais l'histoire n'est jamais figée. Parfois, il suffit d'un sursaut, d'un refus, pour inverser le cours du récit. Songeons au peuple polonais qui, dans les années 80, a trouvé la force de dire non à la domination soviétique grâce au mouvement Solidarność. Ce refus, né dans les chantiers navals de Gdańsk, a fini par ébranler un empire. Sortir du silence ne nécessite ni discours flamboyants, ni gestes spectaculaires. Cela commence par une discipline intime, refuser d'intégrer en soi l'idée d'être inférieur. Tant que l'on se croit moins digne, toute résistance demeure superficielle, presque décorative. Le premier acte de souveraineté consiste à se reconnaître légitime, même sous la pression, même face au mépris. Il ne s'agit pas de proclamer sa dignité dans les forums internationaux, mais de la vivre au quotidien, dans la gestion de la parole, de la nourriture, de la sécurité. Il faut investir dans des leviers concrets. L'autonomie alimentaire, des réseaux de communication indépendants, la capacité à informer et à convaincre sa population sans attendre l'aval des puissants. Prenons l'exemple de l'Islande en 2008. Face à la crise bancaire, le pays a refusé de sacrifier sa souveraineté aux exigences des marchés et a choisi de protéger ses citoyens contre l'avis des institutions internationales. Cette décision courageuse a permis au pays de rebondir. La souveraineté ne se réduit ni à un drapeau ni à un hymne. Elle se manifeste par la capacité réelle à décider sans craindre la sanction extérieure. Cette capacité ne s'achète pas, elle se construit par l'endurance. L'endurance, c'est résister aux pressions, tenir bon, même épuisé, même isolé. Les grandes puissances ne respectent que ceux qui ne plient pas, même seuls. On peut citer l'exemple du Vietnam qui, en dépit de la guerre et de l'isolement, a su préserver son autonomie politique et culturelle. Il faut aussi rejeter la tentation de l'invisibilité ou de la neutralité de façade. Se rendre invisible, c'est consentir à s'effacer, lentement. Se réfugier dans des compromis tièdes, c'est abandonner son sort à d'autres mains. Ce n'est pas la prudence, mais la disparition programmée. L'unité régionale n'est pas un slogan creux. Elle constitue une nécessité vitale. Aucun pays, pris isolément, ne pèse face à l'arrogance des puissants. Mais unis, parlant d'une même voix, ils peuvent rééquilibrer la balance. L'Union européenne, malgré ses failles, a montré qu'une coordination régionale peut offrir une résistance collective face aux pressions économiques et politiques extérieures. Vivre dignement suppose de rejeter toute complaisance. Ce choix a un coût. Moins de confort, plus d'efforts, parfois l'isolement. Mais ce sacrifice, consenti aujourd'hui, assure la sécurité de demain. Celui qui privilégie la facilité immédiate échange sans le savoir son avenir contre une illusion de paix. La souveraineté s'édifie au quotidien. Sécuriser son territoire, produire sa nourriture, protéger ses communications, renforcer la confiance collective. Ceux qui endurent sous la pression sans sacrifier leur dignité deviennent crédibles et, tôt ou tard, inversent le rapport de force. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a reconstruit son économie sur la base de l'autonomie technologique et industrielle, refusant de dépendre uniquement des puissances étrangères. Refuser la doctrine de l'infériorité ou de l'effacement, c'est le premier pas vers une souveraineté active. Résister ne consiste pas à s'isoler, mais à choisir ses alliances selon l'intérêt commun, non selon la facilité du moment.
L'Afrique du Sud post-apartheid, en s'appuyant sur un réseau d'alliances régionales et internationales, a réussi à préserver son indépendance et à influencer l'échiquier mondial. Ce combat n'a rien d'abstrait. Il exige discipline, courage et enracinement dans le réel. La souveraineté ne se reçoit pas, elle s'arrache et se défend chaque jour, dans chaque décision, grande ou modeste. Il est possible de s'inspirer des stratégies de résistance non violente de Gandhi, qui a su mobiliser tout un peuple sans recourir à la force armée. À l'heure où l'arrestation d'un président devient un spectacle mondial, ces choix ne sont plus théoriques. Ils déterminent qui contrôle vraiment le destin d'un peuple. La liberté ne se donne jamais. Elle s'arrache et se protège chaque jour, à chaque décision. Ce qui vient de se passer sous nos yeux n'est pas la victoire d'une force, mais la mort d'une illusion. L'égalité réelle entre les nations a été enterrée. Désormais, la domination ne s'habille plus de faux semblants. Elle s'expose, brutale, sans justification. C'est une invitation silencieuse à la résignation qui nous guette tous. Accepter cet ordre sans broncher, c'est déjà préparer l'effacement de nos droits et de notre voix. Ce n'est pas seulement la souveraineté d'un chef d'État lointain qui vient d'être piétinée, mais la capacité de chaque peuple à choisir sa route, à tenir tête, à ne pas se laisser réduire au rang de figurant sur la scène mondiale. La soumission ne tombe jamais d'un coup. Elle s'insinue dans l'habitude, le silence, l'illusion que cela ne concerne que les autres, les faibles, les mauvais élèves de la communauté internationale. Pourtant, l'histoire punit toujours ceux qui croient pouvoir détourner les yeux du malheur de leurs voisins. Les exemples de la passivité face au Rwanda en 1994 ou au Soudan du Sud en 2015 le démontrent tragiquement. Ce moment exige lucidité et responsabilité. C'est la survie même de notre pouvoir de choisir, de contester, de préserver notre dignité nationale qui se joue. Défendre sa souveraineté n'a rien d'un luxe, c'est vital. Une souveraineté abandonnée, même temporairement, se récupère rarement sans douleur profonde. Le prix du confort, de l'obéissance, de la prudence excessive, c'est la disparition progressive de tout ce qui fait de nous des acteurs et non des spectateurs de notre destin. Si nous nous habituons à la force brute, à l'absence de débat, si nous laissons la loi du plus fort devenir la norme, alors nous signons collectivement la fin de notre sécurité, de notre prospérité et de notre identité. Ce n'est pas une dramatisation gratuite. La doctrine qui s'impose aujourd'hui prépare un monde où seuls les puissants écrivent l'histoire des autres, où la peur remplace le droit. Refuser cette nouvelle normalité, c'est refuser la disparition. La vigilance seule ne suffit plus. Il faut la transformer en action, en solidarité, en exigence politique. Il faut revendiquer, sans relâche, le droit d'influencer, de résister, d'inventer d'autres rapports de force. Concrètement, cela passe par plusieurs étapes. Premièrement, renforcer l'éducation civique afin que chaque citoyen comprenne la valeur de la souveraineté et du débat démocratique. Deuxièmement, encourager la création de médias indépendants pour éviter la dépendance aux récits imposés par les puissants. Troisièmement, investir dans l'innovation et la diversification économique afin de réduire la vulnérabilité face aux pressions extérieures. Quatrièmement, bâtir des alliances régionales et internationales basées sur l'égalité et la réciprocité, non sur la soumission ou la dépendance. Cinquièmement, promouvoir la justice internationale en soutenant les institutions qui défendent réellement le droit contre la force. Enfin, cultiver l'esprit critique et la mémoire historique pour ne jamais banaliser ce qui doit nous indigner. Construire la liberté, ce n'est pas attendre la prochaine crise, c'est s'organiser, s'instruire, s'unir, refuser ensemble le récit unique de la soumission. Car chaque petit renoncement prépare un grand effacement. L'histoire regorge d'exemples où des sociétés entières ont retrouvé leur voie en refusant la fatalité. L'Inde, la Tunisie, l'Irlande. Face à cette nouvelle doctrine mondiale, notre seule défense est la vigilance active et l'action collective. C'est à nous d'écrire la suite. Refuser la banalisation de la soumission, c'est préserver le droit de choisir notre avenir. Car, au bout du compte, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Elle appartient à ceux qui osent ne pas se taire.